Elle se présente comme la candidate anti-système, celle qui va le mieux incarner la rupture, la vraie. On analyse cet après-midi une partie de la stratégie de Marine Le Pen. Le problème, c'est qu'ils sont plusieurs cette année à vouloir incarner la nouveauté, l'alternance ou le renouvellement, selon le vocabulaire utilisé par les candidats. Alors la présidente du Front National est-elle encore à part dans cette présidentielle 2017 ? C'est la question que l'on se pose et on va voir l'analyse de nos invités. Avec nous, Frédéric Delpech. Merci Frédéric d'être avec nous. Mickaël Salah. Bonjour, vous êtes président du collectif Croissance Bleu Marine et avec nous également Nicolas Tanzer, président du CERAP, le Centre d'études et de réflexion pour l'action politique. Alors cette image de Marine Le Pen, d'abord on va se tourner vers vous, Mickaël Salah. En quoi est-ce que Marine Le Pen incarne le mieux la rupture selon vous ? Moi, je vais vous dire, je crois que ceux qui incarnent le mieux la rupture sont l'ensemble de ses concurrents. Pourquoi ? Parce qu'ils ont rompu avec la France. Ils se sont, pour moi, ils se sont livrés à quasiment une trahison de tout ce qui fait la France, qui est une république, selon sa constitution, une, indivisible, laïque, démocratique et sociale. Eh bien, vous prenez ces 5 adjectifs et l'ensemble, je dis bien l'ensemble, pas un n'échappe à ça, de nos concurrents ont rompu avec la France. Donc Marine Le Pen est la candidate de la continuité alors ? De la renaissance de la France. Elle a été la candidate de la résistance pendant des années et aujourd'hui, son heure est venue et elle est la candidate de la renaissance de la France et elle va remettre cette France en ordre qui en a bien besoin sur tous les plans et à tous les niveaux. Les Français le constatent, c'est le désordre. C'est le désordre sur le plan de l'économie, c'est le désordre sur le plan de la vie sociale. Rien ne fonctionne plus dans ce pays. Les Français le voient bien, on ne peut plus leur cacher. Et donc, tous les Français pensent qu'aujourd'hui, la France est un marasme, tout est noir, il n'y a rien à sauver ? Ah non, vous dites tout est noir. Je dis que la France est en désordre. Je dis qu'un pays qui compte 7 millions de chômeurs et 9 millions de pauvres est un pays qui est en désordre. Je dis qu'un pays qui laisse la moitié des agriculteurs vivre avec moins de 350 € par mois, c'est-à-dire les gens qui le nourrissent, est un pays qui est en désordre. Pas tous les agriculteurs, évidemment. La moitié des agriculteurs gagnent aujourd'hui moins de 350 € par mois. Je dis qu'un pays dans lequel une bande de jeunes gens attaque un lycée, d'accord, avec des tirs de mortier, est un pays qui est en désordre. Voilà, sur tous les plans, à tous les niveaux, les Français que je croise, moi, en tant que militant politique, sur les marchés, tous les week-ends, eh bien, ce que je vois, c'est un certain désarroi. Les Français n'en peuvent plus de ce désordre généralisé, de ce chaos, de cette chienlit, pour citer un homme politique dont l'un des invités et moi parlions en coulisses. Eh bien, les Français n'en peuvent plus et c'est pourquoi ils vont élire Marine Le Pen à la présidence de la République dans quelques semaines. Parce que vous savez, je crois aussi qu'il y a un élément du désordre auquel les femmes sont particulièrement sensibles, c'est que aujourd'hui, une femme, dans certains endroits de France, qui rentre dans un café, eh bien, s'entend répondre « Tu n'as rien à faire ici, ici c'est comme au bled ». Ça, pour moi, c'est le désordre ultime de la France, qui est un pays dans lequel, qui incarne presque dans le monde entier la liberté de la femme. Eh bien, c'est intolérable. Et les Français, aujourd'hui, majoritairement, font confiance à Marine Le Pen, qui est une femme, une mère de famille, pour remettre ce pays en ordre qui en a bien besoin. Alors, le tableau qui vient d'être dressé ici de la France, effectivement, alors moi, je vais dire un peu sombre. Vous allez dire que c'est peut-être un petit peu partisan, mais c'est un peu ce que ça m'inspire, tout ce que vous dites. Déjà, sur le vocabulaire, en fait, c'est la candidate non plus de la résistance, celle qu'elle a été, mais de la renaissance. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, moi, évidemment, je veux dire, je suis en face d'un militant politique. Moi, j'ai mes propres opinions, évidemment, qui ne sont pas exactement les vôtres, vous vous en doutez. Moi, je pense qu'effectivement, que Marine Le Pen est la candidate de la rupture avec ce qui a fait la France, avec ses valeurs fondamentales, avec son ambition, avec sa générosité, avec les droits de l'homme qu'elle a portés, avec la solidarité que la France incarnait. Et je crois qu'effectivement, elle incarne une vraie rupture, mais une rupture qui va être plutôt une cassure, une brisure, une destruction. Une destruction pour une série de raisons. Détruire l'économie française, détruire l'euro, détruire les espoirs que nous avions mis en l'Europe, parce qu'elle entend quitter l'euro, détruire finalement tout espoir de progrès social et de progrès économique, parce que la sortie de l'euro va se traduire par une catastrophe. Et puis aussi, je crois, ce sera la candidate, bien sûr, du déshonneur. Ça isolera la France de l'étranger, alors que nous avons besoin de l'étranger. J'avais écrit un livre il y a longtemps qui s'appelle « La France a besoin des autres ». Je crois que c'est vraiment ça aussi qu'elle incarne, cette absence de générosité, de solidarité. Mais je crois qu'au-delà, il y a chez Marine Le Pen une volonté, je crois, de faire table rase de ce qui représentait l'essence même du patriotisme
et de la fierté nationale. Alors que regardez, je vous donnerai qu'un seul élément, l'alliance avec la Russie. C'est la première fois qu'on a une candidate, mais enfin il y en a d'autres, d'ailleurs M. Fillon et M. Mélenchon sont du même genre, qui s'apprête à vendre en quelque sorte la France à une puissance étrangère auquel elle ne peut absolument pas et elle ne veut pas résister. Et je crois que de ce point de vue-là, oui, c'est une rupture avec cette tradition d'indépendance, cette tradition de fierté. Voilà, je crois qu'effectivement, oui, la candidate de la rupture, mais donc vous n'êtes évidemment pas du tout d'accord sur le constat, mais le mot rupture peut être utilisé, on va pouvoir en débattre. Juste sur l'analyse politique, Frédéric Delpech, pourquoi ? Alors le mot rupture, par exemple, est aussi utilisé, ne serait-ce que par François Fillon ce matin dans son interview accordée aux Échos. Le candidat des Républicains dit « Je suis le seul à incarner une vraie rupture qui permettra de redresser l'économie ». Voilà ce qu'il déclare ce matin. Pourquoi est-ce que les candidats, est-ce que c'est propre déjà à cette élection présidentielle, se veulent l'incarnation de cette rupture, de cet anti-système, de ce renouvellement ou alors de la nouveauté ? Parce qu'ils ont tous très simplement constaté que les grands partis, et peut-être on le vérifiera à l'occasion de cette élection, mais les grands partis ne sont plus en mesure d'incarner un renouvellement. C'est-à-dire que peut-être même il n'y aura pas de représentants des grands partis au deuxième tour de l'élection présidentielle. En tout cas, si on en croit les sondages du moment. Ce qui est certain, c'est que la défiance à l'égard de ces grands partis traditionnels, du système politique de manière générale, n'a jamais été aussi importante en France et que, bien évidemment, les politiques le savent, le perçoivent et veulent tous, à leur manière, incarner une rupture. Alors, Marine Le Pen, c'est la rupture avec les élites, avec le mondialisme, avec le libéralisme à tout crin des grandes multinationales, mais c'est aussi, par exemple, sur la rupture avec ce libéralisme, ce que veut représenter Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron, lui, est plutôt dans une obédience libérale, mais il veut incarner une rupture avec le fonctionnement traditionnel du système politique. François Fillon, en difficulté avec ses affaires, veut lui aussi incarner une rupture et veut jouer en quelque sorte le peuple contre les élites, et y compris même contre certains représentants de son propre parti. Donc on voit bien que cette thématique de la rupture, de l'anti-élite, est sans doute celle qui parle le plus aujourd'hui. Et si on en croit bien évidemment les résultats électoraux dans d'autres pays, États-Unis ou Grande-Bretagne, on s'aperçoit que c'est une thématique porteuse et que beaucoup de candidats veulent surfer dessus. Alors c'est vrai que Marine Le Pen a une certaine antériorité sur le sujet, ça a été une des premières à incarner, mais il y a une évolution quand même dans le discours de Marine Le Pen. Elle est maintenant en train de créer un nouveau clivage qui n'est pas tout à fait le clivage initial du Front National, qui est maintenant le clivage entre protectionnisme contre mondialisme, à savoir jouer dès maintenant le deuxième tour contre Emmanuel Macron. Donc on voit que les lignes bougent, mais que cette thématique effectivement de la rupture n'a jamais été aussi présente dans une élection présidentielle. Effectivement, Michaël Sala, ça c'est dans votre stratégie de campagne, c'est-à-dire cette volonté de toujours incarner l'anti-système, est-ce qu'elle est toujours aussi présente ou effectivement vous l'avez fait évoluer en fonction des adversaires qui sont sortis soit des primaires, soit des élections, des déclarations surprises par exemple d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez évolué dans votre stratégie ? Alors, nous avons peu évolué car vous remarquerez que le socle de stabilité de cette élection, c'est Marine Le Pen. Son électorat est un bloc de solidité granitique face au sable mouvant de tous ses adversaires. Alors il y a quand même une chose que je trouve assez cocasse, c'est que des gens comme Emmanuel Macron ou François Fillon, qui sont pour moi blanc bonnet et bonnet blanc, se réclament de la rupture avec un système. Regardons un peu François Fillon. Il est en politique depuis 1981. François Fillon, c'est pas la rupture avec le système, c'est une rupture pour redresser l'économie. Avec les partis établis, je crois que c'est ce que M. Delpech disait. Donc, en tout cas, c'est surtout dans les politiques. Le candidat du peuple contre le candidat des médias, notamment il cible les médias, ce qu'a fait Marine Le Pen aussi. Si vous me permettez de terminer. François Fillon est en politique depuis 1981. Donc voilà, le dossier est clos. Il est un homme d'appareil de toute éternité. Macron, ce gars-là a été secrétaire général adjoint de l'Élysée depuis le début du quinquennat. Il a été ministre de l'économie. Il a fait 400 000 chômeurs de plus. Comment voulez-vous que les Français, parce que les Français ne sont pas dupes, ils se rendent bien compte, on essaye de leur présenter l'incarnation du socialisme zombie Macron comme un homme neuf ou Fillon comme un homme neuf, ça ne tient pas, les Français s'en rendent compte. Quant à notre stratégie elle est simple. Monsieur disait, nous prenons l'isolement. C'est exactement le contraire. Non, le protectionnisme. Non, monsieur a dit l'isolement sur le plan international. J'ai dit effectivement l'isolement international. Voilà, et en réalité, si vous regardez bien, nous sommes majoritaires. Regardez
Regardez les Britanniques qui ont donné le la de cette nouvelle petite musique qui se joue dans le monde entier, et notamment en Occident, suivi par les Américains, bientôt les Italiens, les Néerlandais, les Grecs, les Hongrois, les Autrichiens. Nous sommes majoritaires. En réalité, je vais vous dire, cette vision de l'hyper-mondialisme qui a appauvri les classes moyennes occidentales, 7 millions de chômeurs en France aujourd'hui, n'a profité qu'à un pays européen, c'est l'Allemagne. Et donc, évidemment, l'Allemagne souhaite ardemment prolonger ce système qui lui bénéficie à raison de 300 milliards d'euros d'excédent commercial. Et tous ces messieurs qui nous sont proposés en face de nous sont les tenants de la soumission de la France à Bruxelles et de la réduction du monde à Bruxelles et Berlin. Soumission, alors c'est un titre très Welbeckien peut-être, mais effectivement, indépendamment de cette référence, moi je vois effectivement, d'abord, je l'ai rappelé tout à l'heure, je ne vais pas y revenir, la soumission à Moscou quand même. Et la soumission, je dirais, comme un système qui est un système totalement hostile à nos libertés, aux droits de l'homme et aux valeurs, effectivement, de la République. Moi, c'est comme ça que je vois. Maintenant, effectivement, sur la question de la rupture, la question c'est de savoir avec quoi l'on rompt. On rompt avec, je dirais, pour rompre, mais au profit de quoi? Rompre, ça peut être aussi détruire, casser tout. Mais vous ce n'est pas nécessairement. Nous renouons avec la France, nous renouons avec le patriotisme. Non, là, vous rompez avec la tradition de la France, mais revenons une fois indépendante, sur la question. La tradition de la France indépendante. Enfin, bon, revenons encore une fois sur la thématique de la rupture. La question, c'est de savoir est-ce que l'on peut changer de politique? Est-ce que l'on peut changer de système? Est-ce que l'on peut changer de pratique politique? Est-ce que l'on peut restaurer la justice, le droit, l'indépendance, moins de corruption? La question est oui. Et je crois qu'on n'a pas besoin d'une rupture radicale qui entraînerait, alors non pas plus de 3 millions de chômeurs, mais probablement 8 millions ou 9 millions de chômeurs, parce que Marine Le Pen, c'est l'appauvrissement de la France. Mais est-ce que je crois, encore une fois, attendez, je ne vous ai pas interrompu, mais je crois que la question, effectivement, de la rupture, on peut rompre avec de mauvaises pratiques, de mauvaises habitudes, y compris d'ailleurs la critique de certains contre la justice, contre les médias, etc., qui s'installent partout, sans nécessairement vouloir cette espèce de sortie de tout. Sortie de tout, justement. Et c'est ça, je crois, la vraie question. Ouais, la vraie question, avoir une rupture raisonnable, rationnelle. L'un des candidats à cette élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, effectivement critique, par exemple, le programme européen de Marine Le Pen. À quoi ça sert de sortir de tout, par exemple? On va l'écouter. La position de Madame Le Pen, qui est on ne discute de rien, on fait rien, on s'en va, qui est au fond une capitulation sans condition. Ça là. Ça me donne envie de rire, ça, sincèrement. Monsieur Mélenchon, je crois, a voté tous les traités européens. Il est co-responsable de la trahison qu'a constitué le fait de donner les clés de la Maison France et de réduire le monde à Bruxelles et Berlin. Donc cet homme, pour moi, est démonétisé. Sa parole est disqualifiée sur le sujet de l'indépendance. Alors la question centrale, que dit Marine Le Pen? Vous savez, parfois, un mariage s'avère un échec. Tout le monde est malheureux. Dans ce cas, qu'est-il préférable de faire? Attendre que le foyer explose dans l'acrimonie ou au contraire s'asseoir en tant qu'adulte responsable et raisonnable autour de la table et convenir d'un divorce par consentement mutuel? Eh bien aujourd'hui nous en sommes là. L'Union européenne ne convient à personne à part l'Allemagne. L'Allemagne qui a accumulé 300 milliards d'euros. Ceci est totalement faux. Si vous permettez que j'aille au bout de ma phrase, 300 milliards d'euros d'excédent commercial pendant que la France a encore battu avec 50 milliards d'euros de déficit son triste record. Ça ne fonctionne pas. 7 millions de chômeurs en France, 9 millions de pauvres, ça ne fonctionne pas. Moi, je suis un homme d'entreprise. Quand vous avez une stratégie qui ne fonctionne pas, eh bien, vous ne la continuez pas jusqu'à ce que mort s'en suive. Vous en changez. Et ce que Marine dit, elle dit, le lendemain de mon élection, je vais à Bruxelles et je dis, voilà, nous avons 4 souverainetés à recouvrer, territoriale, monétaire, budgétaire et législative. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on en discute? Et si on lui répond oui, bien sûr, nous serons majoritaires, car encore une fois, la plupart des nations européennes veulent profondément réformer cette Union européenne qui ne marche pas. On discute et on décide comme un peuple adulte et responsable, un peuple éminemment politique, comme les Britanniques l'ont fait il y a quelques mois. Voilà, il ne s'agit pas de jeter... On n'a pas besoin de casser la vaisselle. Les Britanniques ne vont plus discuter avec Bruxelles puisqu'ils n'en font plus partie non plus. Vous voyez, je veux dire, madame, un candidat disait, moi je vais casser la vaisselle. Nous, on casse rien du tout. On s'assoit comme des grandes personnes autour de la table, comme nous le faisons aujourd'hui. On discute et de manière civilisée, on arrive à une Europe des nations libres qui fonctionne, qui marche, qui produit de la prospérité et du plein emploi pour les peuples qui la constituent. Non, je vous souhaite bien du plaisir. Enfin, je ne le souhaite pas. Mais nous en prendrons beaucoup, cher monsieur, je vous le confirme. Pas à nous. Au passage. Je veux dire, vous ignorez tout simplement ce qu'aurait été la catastrophe s'il n'y avait pas eu l'Europe. Est-ce qu'aujourd'hui, vous auriez encore des agriculteurs en France sans l'Europe?
Est-ce qu'un certain nombre de pays européens, dont la France... cher monsieur. Non, ben justement. On va en parler. Justement. Est-ce qu'il y aurait eu, pour la plupart des pays européens qui ont profité des fonds structurels européens, une croissance comme celle que nous avons? Qui est la plus faible du monde. La plus faible du monde. Oui, mais pour d'autres raisons. Mais encore une fois, faisons la comparaison. Il y a eu un certain nombre d'études sur le coût de la non-Europe. Et le coût de la non-Europe, ce serait une catastrophe. Alors, encore une fois, on peut défendre et on peut discuter sur chaque point de la construction européenne. En tout cas, la moitié des prix Nobel de ces 10 dernières années discutent plutôt du coût exorbitant de l'Europe. Personne n'est là pour dire l'Europe, c'est parfait, etc. Il ne faut rien changer. Je crois qu'il y a suffisamment de défauts dans l'Europe pour que nous puissions effectivement, pour le coup, nous asseoir autour d'une table et discuter des améliorations du traité. Mais l'Europe, c'est d'abord aussi, ce n'est pas aussi qu'une question de zone économique, ce sont aussi des valeurs partagées, ce sont des principes partagés. Ça a été le plus grand espoir de paix que nous ayons eu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et c'est grâce à cela que nous avons la paix. Imaginons effectivement que nous n'ayons pas le marché unique qui a été un facteur extraordinaire. Alors il faut me dire c'est toujours trop faible de croissance. Oui, bien sûr, mais n'imputons pas non plus à l'Allemagne qui a qui a des résultats économiques plutôt florissants. En tout cas, on peut contester, discuter du panorama, mais globalement c'est plutôt florissant, grâce aussi à sa propre performance, grâce aux propres réformes qu'elle a faites. Et je crois que nous-mêmes, nous pouvons effectivement avoir une politique de compétition avec l'Allemagne, nous pouvons discuter avec l'Allemagne, nous pouvons prendre un certain nombre de choses du modèle allemand, mais nous n'avons pas à critiquer l'Europe et l'Allemagne pour nos propres faiblesses. Et je crois que d'abord, regardons nos propres faiblesses pour pouvoir tirer profit de l'Europe pour justement en sortir. Et je crois que c'est ça, c'est tout à fait, plutôt que de vouloir détruire quelque chose qui a marché et qui a été une construction merveilleuse. Parce que seul, on sera plus fort que si on reste au sein de l'Union ? Mais personne n'a parlé d'être seul. L'Europe est une réalité géographique. Évidemment que nous y sommes et nous partageons des valeurs avec les nations européennes, notamment la liberté. Et aujourd'hui, l'Union européenne est une union qui est quasi soviétique. Elle est liberticide. Mais il y a plusieurs choses dans ce que vient de dire monsieur sur lesquelles j'aimerais rebondir. D'abord, monsieur suppute sur le coût de la non-Europe. Alors, moi, je ne sais pas, pour moi, ça relève de Madame Irma. Le coût de quelque chose qui n'est pas... Écoutez, il y a eu des rapports là-dessus, je pourrais vous en donner la référence. Mais par contre, si on regarde les chiffres, par contre, on peut parler du coût de l'Europe, et notamment du sauvetage de l'euro au moment de la crise grecque. C'est, pour la France, 68 milliards d'euros, je parle sous votre contrôle, 68 milliards d'euros. Je n'ai jamais vu des chiffres pareils. Voilà, 68 milliards d'euros. Avec un engagement de caution, d'accord, en cas de crise qui est en train de bruisser actuellement, de plus de 300 milliards d'euros. Donc le coût de l'Europe est exorbitant. Il est exorbitant en termes de chômage. Je ne sais pas d'où vous sortez ces chiffres. Il est exorbitant en termes de croissance anémique. Nous avons en Union européenne la croissance la plus faible des zones économiques du monde. Donc le coût de l'Union européenne, il est exorbitant. Attendez, si vous permettez. Vous confondez causalité et conséquence. Certainement, je confonds plein de choses. En tout cas, moi, je regarde. Vous voyez, moi, je suis un homme d'entreprise. Je regarde les indicateurs. Chômage, 7 millions. Niveau de pauvreté, 9 millions. Attendez, pour moi, ça veut dire que ça ne marche pas. Vous pouvez me chanter sur tous les tons que la vie est belle. Moi, je vous dis, 7 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres, ça ne marche pas. Et quand on se compare avec les Britanniques, leur croissance, c'est l'OCDE qui le dit, c'est pas nous, est double de la nôtre. Leur chômage est reparti à la hausse, les salaires sont repartis à la hausse. Le chômage est reparti à la hausse pardon, l'emploi, excusez-moi, merci de cette... à la hausse. Voilà, mais est-ce que vous prônez au Front National les mêmes méthodes qu'au Royaume-Uni ? Évidemment, le patriotisme économique, ce que Mme May et M. Trump... Mais il n'y a pas que ça. Pour que ça reparte à la hausse, vous connaissez aussi le système britannique qui n'est absolument pas celui de la France, avec sa protection sociale qui n'est absolument pas la même. Ça voudrait dire que vous seriez prêt à remettre en cause toute la protection sociale française pour pouvoir mettre en place les mêmes méthodes qu'en Grande-Bretagne. Parce que là, on touche vraiment au cœur du réacteur du mensonge collectif qu'on essaie de faire gober aux Français. Ah bon. Mais si vous me permettez la référence britannique, Tony Blair, c'est pas ma chapelle. Pourtant, Tony Blair a dit... Il n'y a pas de politiques économiques de droite ou de politiques économiques de gauche. Il y en a qui fonctionnent, il y en a qui ne fonctionnent pas. En bon britannique, il est très pragmatique. Et nous, ce que nous disons simplement... Et M. Blair qui a appelé, excusez-moi de parler de M. Blair, qui a appelé effectivement à revenir sur le vote du Brexit et a appelé effectivement à faire à ce que les Britanniques fassent un sursaut et restent dans l'Union européenne. Le courant des démocrates Fillon, Sarko, qui nous font faire des référendums et qui s'assoient dessus comme sur des coussins. Personnellement, ça me révolte. Et d'ailleurs, les Français aussi, qui se souviennent encore de 2005, où ils s'étaient exprimés à 55%
55% contre le projet de constitution européenne. Qu'est-ce qu'on a fait? On leur a rhabillé le bébé et on leur a refourgué Mélenchon, Macron et sa bande, tous, Fillon, Sarko, tous comme un seul homme, réunis en congrès à Versailles, ont refilé aux Français une potion amère dont ils ont pourtant clairement exprimé qu'ils ne voulaient pas. Ça n'a rien à voir. Il y a pas eu. Pour moi, ça tient de la forfaiture. Mais continuons sur M. Blair et les Britanniques. Alors, on fait croire... Vous savez, un pays, ça a une identité. Vous parliez de valeurs communes. Oui, en effet, nous avons avec les peuples européens des valeurs communes. Nous avons également des spécificités qui constituent l'identité française. Parmi celles-là figure la laïcité. Vous savez comme moi que le monde anglo-saxon ne pratique pas ce concept de laïcité que nous pratiquons. Eh bien, ce concept de laïcité aujourd'hui, il est battu en brèche. Il est foulé aux pieds. Quand on voit dans le programme de Macron qu'il se déclare n'avoir rien contre le burkini, excusez-moi monsieur, personnellement... Alors c'est quoi la laïcité pour Marine Le Pen? La laïcité, c'est l'absence d'expression de signes ostentatoires religieux dans l'espace public. Voilà. Même la rue. L'espace public. La France est un pays laïque, c'est la tradition de notre République biséculaire, c'est comme ça. Mais alors c'est quoi un signe religieux? Ça va jusqu'où? Ça va une croix? Un signe religieux une croix, ostentatoire. un kippa par exemple Un signe religieux ostensible. Je vais vous dire, moi j'ai une synagogue à côté de chez moi, je vois les messieurs qui, le vendredi soir, vont à la synagogue, ils mettent une casquette sur la tête, ça n'a jamais gêné personne. D'accord? Donc qu'on ne nous fasse pas le package entre des processions de gens qui portent des vêtements tout à fait, comment dirais-je, ostentatoires sur le plan religieux, oui, des femmes qu'on force... Excusez-moi. Non, excusez-moi. Pourquoi sommes-nous au cœur du sujet? Parce que vous parliez de valeurs communes avec les peuples européens. Oui, mais les valeurs, c'est les droits de l'homme. C'est la liberté. Les droits de l'homme, très bien. Ce sont les droits de l'homme, la liberté, la tolérance. Nous avons, cher monsieur, des valeurs communes. Mais nous avons aussi une identité française. Et au premier rang... Spécificité française. Voilà, une identité française. Et ça va rejoindre ce que vous disiez. Et par exemple, la laïcité fait partie des spécificités de l'identité de l'éthos français. Voilà, la laïcité, elle est dans le patrimoine, dans notre patrimoine philosophique depuis 200 ans, c'est comme ça. Et on va, ou en tout cas depuis 1905 de manière plus affirmée, et on va la préserver. Et pour décliner ce concept de l'identité française, nous avons également une identité économique, comme nos peuples frères et voisins, et une identité sociale. Et le modèle social qui est le nôtre, on nous dit, par masochisme monétaire, par fétichisme monétaire et masochisme économique, il nous faudrait faire fi de notre système social, qui en plus a des vertus sur le plan économique, parce qu'il nous permet d'amortir les crises, mais ça c'est n'importe quoi. Et le jeter au nom du culte de l'euro, du veau d'or, de l'euro tout-puissant. Nous n'acceptons pas ça. Exactement, et nous entendons que ce soit le cas. Vous faites des procès à l'Europe, vous tenez des propos sur vos adversaires politiques, je pense que personne, effectivement, n'a tenu. Je veux dire, personne n'est pour, aujourd'hui, même pas M. Fillon, que je ne défendrai pas par ailleurs, n'est pour casser le système social français. Pardon, sauf que, il veut privatiser la sécu au bénéfice de son copain d'Alsace. Attendez, c'est pas moi qui vais défendre le programme de M. Fillon, rassurez-vous. Mais malgré tout, je veux dire, la réalité des choses, c'est que si vous appauvrissez la France, et il est clair que la politique de Marine Le Pen, en sortant de l'euro, en sortant de l'Europe, va durablement affaiblir la France, elle n'aura plus les moyens de s'offrir un système. Mais je pense que le Royaume-Uni, si le Royaume-Uni effectivement sort de l'Europe, je ne donne pas cher effectivement des résultats économiques et de son système de protection sociale dans 5 ans. Enfin, je crois que la plupart des études, aussi bien des partis conservateurs que des partis travaillistes, effectivement, que du parti travailliste au Royaume-Uni, la plupart des études sérieuses montrent effectivement et ont fait des projections très solides sur la catastrophe que le Brexit va être pour l'économie du Royaume-Uni. Alors aujourd'hui, on ne le voit pas. Vous savez combien de temps il faut pour voir un médecin au Royaume-Uni? Vous savez combien de temps il faut pour voir un toubib au Royaume-Uni? Attendez, tout le monde... 6 mois. 6 mois. Eh bien, ça n'est pas la France que nous voulons. Nous voulons une France... Mais moi, je ne veux pas ce Royaume-Uni non plus. Qui préserve son modèle social. Voilà ce que nous allons mettre en œuvre. Par le patriotisme économique, nous préservons le modèle social français. Oui, sauf que vous n'arriverez pas à le financer, donc il va s'effondrer. Mais je vais vous dire très bien qu'on va le financer. Voilà. Vous savez, c'est à peu près comme l'Obamacare. Je veux dire, c'est comme la critique de Trump de l'Obamacare. Si vous me permettez. Où il y a un certain nombre de pauvres Américains malades ont voté pour M. Trump, et après, ils vont voir effectivement tout leur système de protection sociale beaucoup moins performant que le nôtre par ailleurs. Évidemment, se casser la figure. Donc, vous savez, bon, là-dessus... on s'emballe. On va essayer... Non, mais c'est très intéressant, effectivement. Après, on essaye d'avancer un petit peu sur cette notion de rupture. Alors, pardonnez-moi, mais
Une question quand même pour Frédéric Delpech, sur le point de vue politique. Elle arrive toujours à avoir cette image, effectivement, Marine Le Pen, de la candidate anti-système. Est-ce que ce n'est pas paradoxal, elle qui doit tout à son père ? Oui, alors, enfin, c'est des choses, c'est des registres un peu différents, mais c'est vrai elle incarne une forme de continuité. Si vous faites allusion effectivement à son père, elle incarne une forme de continuité avec des atours nouveaux, différents. On le voit d'ailleurs, on voit peut-être les images derrière nous qui défilent, mais elle fait campagne avec Marine présidente. Le nom Le Pen a disparu des affiches, a disparu de la scène. Le logo du Front National a disparu, bien évidemment. Donc il y a effectivement un toilettage du packaging Front National, mais quand on... Ça, par exemple, c'était en 2015, pardon. Là, ce qu'on voit à l'instant, voilà. non, ça c'est 2017. Non, avec le Front National. Oui, oui, effectivement. 2015, et effectivement, aujourd'hui, en 2017, voilà. Marine présidente avec la donc, rose. par exemple, lorsqu'on écoutait ce discours à Châteauroux, c'était samedi, le discours dont on voit les images ici, on s'aperçoit quand même d'une chose, c'est que Marine Le Pen, dans cette campagne, est revenue à un certain nombre de ses fondamentaux. L'immigration, bien évidemment, la sécurité. Elle a, alors on va utiliser un terme qui est un peu galvaudé, mais sans doute redroitisé un peu sa campagne. C'est-à-dire que ces dernières années, on avait eu le sentiment que sous l'influence notamment de Florian Philippot, il y avait une tentation de faire une sorte de discours politique pour parler à la fois à la gauche et à la droite, notamment avec la défense des services publics, la défense des fonctionnaires, et que là, dans la campagne, en tout cas ces 3 dernières semaines, elle est revenue sur un terrain beaucoup plus à droite. Alors c'est de la pure stratégie de marketing électoral, parce qu'elle a perçu les difficultés de François Fillon, et François Fillon qui donc perd un certain nombre de ses électeurs, et bien Marine Le Pen cherche à les récupérer. Donc ça, c'est de la stratégie et du marketing électoral. Mais en tout cas, effectivement, le packaging a changé, mais les fondamentaux sont toujours les mêmes. Alors avec cette évolution dont on a parlé tout à l'heure, elle maintenant se place sur un nouveau clivage qui est le clivage souverainisme, protectionnisme, elle contre Emmanuel Macron. Mais c'est vrai on peut constater quand même dans cette campagne que le Front National est dans une continuité, il y a une sorte de logique. Et d'ailleurs, il y a même, on a vu dans le programme de Marine Le Pen, des mesures pour les entreprises qui avaient été mises de côté par Florian Philippot. Là, on retrouve un peu de libéralisme tel que Jean-Marie Le Pen l'avait pratiqué à une époque du Front National. Ça a tendance à revenir. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un débat interne assez nourri au Front National entre Florian Philippot et les siens d'un côté, puis une autre frange du Front National, Marion Maréchal Le Pen, mais aussi à l'extérieur Robert Ménard, qui souhaiterait s'ancrer davantage à droite, avec une main tendue notamment à un certain nombre de personnalités de droite, Nicolas Dupont-Aignan, Henri Guénaud par exemple, ou Philippe de Villiers. Et ça, c'est un débat interne au Front National, mais on voit que Marine Le Pen, pour l'instant, a l'air de tendre plutôt la main sur son aile droite. Alors, Michael Salah, juste effectivement sur tout ce matériel de campagne, on ne voit plus le nom du Front National ou le logo a été changé. Pourquoi est-ce que vous avez tenu à évoluer dans ce sens-là ? Alors d'abord, c'est Marine elle-même qui a tenu à évoluer, et moi j'ai l'honneur de la servir et je le fais avec beaucoup de bonheur, mais c'est très simple. Nous parlions des institutions de la 5e, auxquelles le général de Gaulle n'est pas étranger, évidemment. Eh bien, les institutions de la 5e prévoient l'élection présidentielle comme un rendez-vous entre le peuple français d'une part et une personnalité, une personne. Et donc, j'entends parfois dans les médias Marine apostrophée comme la candidate du Front National. Non, Marine Le Pen est Marine Le Pen candidate à l'élection présidentielle, soutenue par le Front National et par d'autres personnes et personnalités, d'autres courants, et surtout par une immense majorité de Français aujourd'hui. Donc voilà, il est normal qu'elle s'affiche sous son nom. Alors pourquoi Marine et non pas Le Pen ? Moi je crois que, et c'est d'ailleurs ce qui fait que je me sens aussi bien dans cette famille politique, nous avons le sens de la transmission. Nous avons le sens du patrimoine immatériel de la France. Eh bien, Marine a un patronyme qu'elle assume totalement. Simplement, quand vous vous promenez avec elle dans la rue, n'importe où, dans n'importe quel coin de France ou de Navarre, les gens s'adressent à elle en disant « Marine ». Ça vaut même des journalistes. Beaucoup de journalistes... Oui, c'est une mode très américaine. Les gens s'adressent à elle. Et surtout les femmes, d'ailleurs. Ce ne sont pas les Américains, ce sont les Français. Les Français qui subissent depuis 15 ans les avanies que leur font subir les politiques. Enfin, ça, c'est un autre sujet. Voilà. Eh bien, les Français l'appellent Marine. Donc, tout naturellement,
sur son Oui, affiche, enfin, elle a souhaité se présenter ne soyons Il y a pas quand même dupes. une Ne soyons pas peuple dupes. prise de français, distance officielle au avec peuple français. avec le Non, père, il y a- entre le père et la oui, fille. en fonction, Jean-Marie Le Pen a Et été l'autre- destitué de son titre de président d'honneur du Front si National. vous me permettez, Il y a quand même monsieur Delpech, je vais vous dire... un conflit nourri toute Je vais vous l'année dire dernière. un sujet sur lequel vous faites un immense contresens d'analyse politique. C'est le sujet du marketing. Alors, il se trouve que moi, je suis un homme de marketing. Vous voyez, mon métier, c'était le marketing. Mais aujourd'hui, je fais de la politique parce que je pense que la politique est au-dessus de l'économie. La politique sert le peuple et que l'économie devrait servir le peuple. Et d'ailleurs, c'est un des problèmes, un des facteurs de désordre dans ce pays aujourd'hui, c'est que l'économie est devenue une entité en soi qu'on sert sans mettre en tête de gondole, pour utiliser un terme marketing, l'intérêt du peuple. Là où, à mon avis, vous vous fourvoyez complètement, c'est que Marine Le Pen conduit sa campagne à la fois parce qu'elle est une femme de grande intelligence et par instinct, parce qu'elle a une relation instinctive avec le peuple de France. Et c'est ce qui guide ses choix. La politique, c'est aussi Et c'est ce qui des guide chez soi, cher analyses monsieur. Et je peux vous de dire la pour la stratégie côtoyer. électorale et du marketing quand Je peux même. vous Toutes dire, les grandes entreprises font pour du la marketing côtoyer d'ailleurs. au quotidien et pour avoir eu l'honneur de faire partie de ces entrepreneurs qui la soutiennent et qui ont contribué à son projet, je peux vous dire que, et je suis un homme de marketing, je n'ai pas décelé une once de marketing, contrairement à nos adversaires, quand on entend Macron dire « j'ai appris la grammaire de l'économie dans la banque d'affaires ». Mais attendez, alors oui, évidemment, son programme, c'est du marketing. Donc, Chez vous nous, nous dites encore qu'elle est totalement à part dans cette élection. elle est totalement à part dans cette élection. C'est pourquoi elle incarne la renaissance de la France et elle est la seule à pouvoir le faire aujourd'hui. Bon, moi, évidemment, pour moi, elle incarne la destruction de la France, c'est parfaitement clair, et je pense qu'effectivement, avec elle, l'économie française et la France ne s'en redresseront pas. Ça sera difficile de Et faire pour moi, pire, effectivement, c'est effectivement une inquiétude majeure, et je dirais Tout pour va bien notre se passer, pays cher et monsieur pour nos Boulet, enfants. ça va se passer. Dieu merci, ça ne se passera pas, mais ça, c'est un autre sujet. On en parlera plus tard. Je crois surtout qu'il y a effectivement, chez Marine Le Pen d'abord, une ambiguïté fondamentale, au-delà effectivement de sa fantasmagorie économique, parce que je crois qu'il ne faut pas appeler les choses autrement. Il y a quelque chose d'assez fondamental, c'est qu'elle est sur l'ambiguïté permanente. Ambiguïté sur son héritage, ambiguïté sur son projet, ambiguïté sur ses valeurs, entre guillemets, ambiguïté sur sa filiation, si j'ose dire, ou ses références historiques. Et je crois que c'est ça qui finalement fait à la fois la force technique, la force électorale, bien sûr, du Front National, dont le danger, effectivement, que représente ce parti, mais aussi sa faiblesse extraordinaire. C'est que c'est un parti qui peut se révéler à un certain moment totalement nu. Parce qu'à partir du moment où les valeurs, justement, fondamentales sont en jeu, donc la justice, par exemple, d'où la justice, on s'aperçoit que ce parti est en rupture totale aussi avec les principes de la France. Quand Marine Le Pen attaque la justice comme elle le fait, attaque les médias, attaque la presse, n'est pas capable effectivement de défendre un discours tout simplement de vérité qui respecte les faits, que ce soit sur l'Europe ou sur n'importe quoi, je crois que ça montre aussi la véritable nature de ce parti, qui est probablement effectivement le danger majeur. Alors c'est fini, juste un mot pour répondre, effectivement, candidate à l'élection présidentielle et qui attaque ainsi les institutions. Excusez-moi, rappelez-moi l'affaire qui avait défrayé la chronique à propos du syndicat de la magistrature. Si ma mémoire est bonne, c'est le mur des cons. Vous avez une majorité de juges dans ce pays qui adhèrent à un syndicat qui, dans ses locaux, affiche le mur des cons sur lequel figurent les visages de victimes de criminels. Eh bien, monsieur, pardonnez-moi, mais je pense que la justice française a aussi besoin, comme le reste du pays, d'un petit peu de remise en ordre, et Marine va s'en occuper. Et c'est ce qu'elle promet. Elle promet une justice effectivement, si c'est pour attaquer les juges. Merci. Une justice indépendante, et vraiment indépendante, et pas une justice qui produit le mur des cons. Excusez-moi, je trouve ça C'est lamentable. un syndicat et ce n'est pas tout le Majoritaire. syndicat. En tout cas, on va ouvrir la formation des juges et on va ouvrir la possibilité à des filières différentes de former des juges d'instruction. Merci. Restez avec nous, le journal de 16h avec Adrien Borne.